Comment vois-tu une réconciliation entre le Maroc et l'Algérie? Serait-ce possible dans un avenir proche grâce aux Américains et ce avec une ouverture des frontières? Les Américains ont un objectif et d'imposer la paix au Maghreb et d'avoir un engagement solennel et officiel de la part de l'Algérie, de la part du Maroc, de ne pas se faire la guerre, de ne pas s'agresser et de ne pas entraîner la région dans une guerre. Les États-Unis veulent régler le problème du Sahel occidental. Les mouvements séparatistes qui ont émergé dans la région, qui sont téléguidés, soutenus par les deux régimes, la guerre médiatique, la rivalité sur tous les plans entre l'Algérie et le Maroc qui est devenue une agressivité, non, une adversité, ce n'est plus une compétition. Il y a une véritable rivalité, une détestation entre les deux régimes. Les Américains, leur but est clair, imposer un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc. La réconciliation, ce n'est pas aux Américains de réconcilier les Algériens avec les Marocains ou les Marocains avec les Algériens. La réconciliation doit se faire au niveau local. C'est pas aux Américains de nous réconcilier. Devons-nous envisager dès à présent, sous l'autorité des États-Unis d'Amérique, l'ouverture des pourparlers pour que l'Algérie effectue la rétrocession du Sahel oriental au Maroc? Le Sahel oriental, il est algérien. Il le sera pour toujours. Il n'a jamais été question de le céder à qui que ce soit. Comment vois-tu une réconciliation entre le Maroc et l'Algérie? Serait-ce possible dans un avenir proche grâce aux Américains et ce avec une ouverture des frontières? Bola Maroc, c'est une question qui nous a été posée sur YouTube. Les Américains ne cherchent pas à réconcilier l'Algérie et le Maroc. Les Américains ont un objectif et d'imposer la paix au Maghreb et d'avoir un engagement solennel et officiel de la part de l'Algérie, de la part du Maroc, de ne pas se faire la guerre, de ne pas s'agresser et de ne pas entraîner la région dans une guerre. Quant à la réconciliation entre le Maroc et l'Algérie, les Américains, c'est pas leur souci. C'est leur dernier... Ils ont beaucoup chavouetté. On voit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Iran. Ils ont l'Iran, ils ont Israël, ils ont la Russie et l'Ukraine, ils ont Taïwan. Ils ont des foyers de tension beaucoup plus graves à gérer et des sujets beaucoup plus importants. Ce que les Américains veulent, ils veulent que le Maghreb soit pacifié pour qu'il ne soit pas utilisé par la Russie et la Chine, qui sont leurs adversaires géopolitiques, afin de dominer, d'imposer leur agenda, leurs pions, etc., et de menacer les intérêts américains en menaçant les intérêts des alliés des États-Unis d'Amérique, qui sont les pays de l'Europe du Sud, à savoir les pays de l'Union européenne et les pays membres de l'OTAN. Les États-Unis veulent régler le problème du Sahel occidental. Ça ne signifie pas, moi je l'ai dit, les gens croient que la question du Sahel occidental, c'est le seul problème entre le Maroc et l'Algérie. Ce qu'il faut, le Sahel occidental n'est qu'un dossier, c'est le dossier le plus brûlant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le seul problème. D'ailleurs, il n'a jamais été le seul et unique problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu des problèmes beaucoup plus graves que le Sahel occidental. Beaucoup plus graves. Les ingérences étrangères au Maghreb, les alliances suspectes de l'Algérie avec certaines puissances, les alliances suspectes du Maroc avec certaines puissances, les courses à l'armement, les mouvements politiques internes au Maroc et en Algérie qui sont liés, téléguidés par les mouvements séparatistes qui ont émergé dans la région, qui sont téléguidés, soutenus par les deux régimes, la guerre médiatique, l'avènement d'un extrémisme dangereux qui s'est propagé au sein des deux populations, la rivalité sur tous les plans entre l'Algérie et le Maroc qui est devenue une agressivité, non, une adversité, ce n'est plus une compétition. Il y a pas mal de sujets de tension entre les deux pays, pas mal de sujets de tension. Il y a même des dossiers qui n'ont jamais été réglés. Le dossier des Algériens du Maroc qui ont perdu leur propriété, leur terrain, lors des années 70, lorsque le Maroc il a marocanisé les terres agricoles. Le dossier des Marocains d'Algérie qui ont été expulsés quand l'Algérie avait riposté à l'expulsion des propriétaires terriens algériens au Maroc. La question de la gestion des frontières communes, la lutte contre l'immigration clandestine, contre le trafic de drogue. Il y a une véritable rivalité, une détestation entre les deux régimes. Donc la question du Sahel occidental ne va rien régler. Elle va apaiser les tensions. Elle pourrait être un tremplin pour une réconciliation. Mais ce n'est pas la condition sine qua non. Il y a d'autres considérations qui entrent en jeu. Les Américains, leur but est clair. Imposer un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc. Il y a un pacte de non-agression. Aucun des deux pays ne peut s'engager à attaquer l'autre. Parce que les Américains, ils ont compris que le Maghreb aujourd'hui, ce n'est plus le Maghreb des années 70. Pour les années 70, l'Algérie et le Maroc ne peuvent pas se faire une guerre. Il y a eu des escarmouches, des petits affrontements. Mais les deux pays gardaient un certain sang-froid. Pourquoi? Parce que les deux pays étaient maîtres de leur conflit.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs régionaux, internationaux. Vous avez Israël, vous avez la Turquie, vous avez les Émirats, vous avez la Russie, vous avez le Qatar, vous avez donc beaucoup de pays qui essayent d'utiliser le conflit algéro-marocain pour leurs propres intérêts. Et ça, les États-Unis d'Amérique essayent juste d'imposer un accord de paix. La réconciliation, ce n'est pas aux Américains de réconcilier les Algériens avec les Marocains ou les Marocains avec les Algériens. La réconciliation doit se faire au niveau local. Si les Algériens ne veulent pas se réconcilier avec les Marocains ou les Marocains ne veulent pas se réconcilier avec les Algériens, ça n'existe pas. C'est pas aux Américains de nous réconcilier. Pour les Américains, je vous dis, moi j'ai été aux États-Unis à maintes reprises. Et j'ai parlé avec des journalistes américains, j'ai interviewé des personnalités américaines, quand j'étais à Alger, je fréquentais beaucoup l'ambassade américaine à Alger. On voyait comment les officiels américains, comment ils réfléchissent. Ils nous regardent comme des bédouins. Hein. Faut arrêter les Américains, pour eux, les Marocains et les Algériens, c'est des bédouins. C'est des bédouins qui s'entretuent entre eux. C'est deux pays sous-développés, voilà, deux pays colonisables, de se développer, voilà, qui s'entretuent entre eux. Ils rigolent sur nous, les Américains. Les Américains, et pour eux, quand ils voient comment le Maroc et l'Algérie se disputent pour un bout de désert, ils d'accord, ils disent que c'est des fous. Les Américains dans un autre monde. Le conflit algéro-marocain, c'est un conflit débile, basé sur des rancœurs familiales. C'est un conflit familial interne qui divise les frères et les membres d'une seule famille. Donc c'est en famille que ce conflit sera réglé, sera résolu. Comment vois-tu la relation entre le Maroc et l'Algérie à l'avenir? Sur TikTok, j'en ai parlé, la relation entre l'Algérie et le Maroc à l'avenir, pour moi, elle est très inquiétante, très alarmante, parce que dans les deux pays, maintenant, il y a des lobbies, au sein même des régimes des deux pays, il y a des lobbies très hostiles à la paix, très hostiles à la réconciliation. Maintenant, le régime marocain comme le régime algérien trouvent leur intérêt dans cette division. Il faut dire la vérité. Le Maroc comme l'Algérie, ils construisent aujourd'hui leur politique économique, diplomatique, culturelle, médiatique, sur le principe de la rivalité et de l'animosité avec le pays voisin. Tout ce qui se fait en Algérie est décidé, élaboré ou déterminé en fonction d'objectifs liés au conflit avec le Maroc. Tout ce qui se fait au Maroc est décidé, est lié et élaboré sur la base d'objectifs liés au conflit avec l'Algérie. Si nous n'avons pas un renouvellement rapide et générationnel des décideurs en Algérie et au Maroc, et si on n'a pas des sages et des personnes vraiment sages qui arrivent aux commandes des deux pays, je crains le pire. Je crains le pire. Moi, je ne suis pas du tout rassuré et je ne suis pas du tout apaisé concernant l'avenir des relations entre l'Algérie et le Maroc. Et je vous le dis très sincèrement. Allez, on prend des questions sur YouTube maintenant. Allez, l'équipe de YouTube, allez, je mets à TikTok, partagez massivement ce live, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager. Mimosa Bis, votre analyse est banale, superficielle et orientée. Mimosa Bis, est-ce que tu peux me dire de quelle analyse tu parles? Moi, j'aimerais bien débattre avec toi. Mimosa Bis, dis-moi en quoi, quand est-ce que j'ai été banal et quand est-ce que j'ai été orienté. Et j'aimerais bien avoir un sujet précis. Moi, j'aime bien la contradiction. Démontrez-moi que j'ai été banal, superficiel et orienté. Alors, Fallout N7T sur YouTube. Devons-nous envisager dès à présent, sous l'autorité des États-Unis d'Amérique, l'ouverture des pourparlers pour que l'Algérie effectue la rétrocession du Sahel oriental au Maroc? Fallout, il y a les Marocains, il y a certains Marocains, les Marocains qui ont le don de nous énerver et de nous provoquer. Le Sahel oriental, il est algérien, il le sera pour toujours. Il n'a jamais été question de le céder à qui que ce soit. La question des frontières entre l'Algérie et le Maroc a été résolue par une convention bilatérale signée entre les gouvernements des deux pays, validée par les autorités suprêmes des deux pays, inscrite au niveau du secrétariat général des Nations Unies depuis 2002. Donc celles et ceux qui essayent encore une fois d'attiser la haine et la zizanie de faire croire aux Algériens que le Maroc il a un projet expansionniste qui veut prendre une partie du territoire algérien, ce sont des gens malhonnêtes, ce sont des personnes
pas sérieuses, qu'il ne faut pas suivre, filtrez vos informations, à l'ère des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas croire à n'importe quoi et à n'importe quoi, et n'importe qui. Voilà, vous ne pouvez pas croire à n'importe quoi et à n'importe qui. Faites attention, s'il vous plaît. Le problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est le Sahara occidental. Il n'y a pas de problème, ni de dossier, ni de problématique qui s'appelle le Sahara oriental. Et merci. On va pas parler de ce sujet 1000 fois. Alors, Saïf83 sur YouTube. Abdou, je te suis depuis 2025. Je t'écoute parce que je sais que tu es de bonnes sources. Je trouve dommage que tu sois insultant envers ton président Tebboune. Tu peux être un journaliste sans insulter. Saïf, merci beaucoup pour la question. Quand est-ce que j'ai insulté Tebboune? Saïf83, donne-moi un jour ou une séquence, une phrase où j'ai insulté Tebboune. Une seule phrase. Franchement, dans la galaxie des influenceurs, des activistes et des journalistes algériens qui militent, qui travaillent sur les réseaux sociaux, je pense que je suis le plus correct. Je le dis en toute modestie, ni j'insulte, ni je fais de la calomnie, ni j'utilise la vulgarité. Je n'ai jamais insulté Tebboune. Traiter Tebboune de dictateur, ce n'est pas une insulte, c'est une critique. C'est un constat véridique qui s'appuie sur des pratiques de sa gouvernance. Traiter Tebboune d'autoritaire, de quelqu'un qui respecte pas la liberté d'expression, etc. Dire qu'il a un mauvais bilan, qu'il a fait des mauvaises décisions, ça c'est des critiques, d'ailleurs, qui relèvent de la liberté d'expression, qui relèvent de la liberté, des libertés publiques et individuelles, qui relèvent des droits de l'homme. Et moi, mes critiques sont formulées sur la base de faits, de bilans, de chiffres, de réalités palpables, vérifiables. Je n'ai jamais insulté Abdelmajid Tebboune. Il le sait lui-même. Je l'ai même défendu quand sa famille a été défamée. N'ai-je pas défendu sa fille Maha quand on a sorti des fake news sur sa moralité, sa probité personnelle? N'ai-je pas défendu son fils Mohamed quand il a été instrumentalisé, lui et son nom, dans des dossiers de corruption et de trafic d'influence? Non, soyons sérieux, je ne l'ai jamais insulté Tebboune, Saïf 83. Je le critique. Sauf que malheureusement, Abdelmajid Tebboune, lui, nous insulte. Abdelmajid Tebboune, lui, nous fait du mal. Et lui, il nous considère comme des traîtres. Lui, il nous appelle des khabarjiyas. Lui, il dit qu'on est payé par des puissances étrangères. Lui, il nous a condamnés à mort. Et lui, il a pris en otage nos enfants et nos familles. Et lui, il nous a privés de notre pays. Donc, je ne crois pas du tout qu'un jour je l'ai insulté. Par contre, lui, il a fait beaucoup plus que nous insulter. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis, Safe 83, sur ce que je viens de dire. Allez, je m'arrête le khair. Une autre question sur YouTube. Allez, l'équipe de YouTube. Je commence à avoir soif. Allez. Loufis sur YouTube, Loufis 484, qui est devenu Nassar Djen. Il est où actuellement? Nassar Djen, il est à Alger, il est en Algérie. Après un bref passage à la prison militaire de Blida, on l'a incarcéré brièvement pour tenter de nous faire croire qu'il est en prison. Il a disparu des radars et selon nos sources, il est dans une résidence à Alger. Il est dans une résidence à Alger où il coule des jours tranquilles et jusqu'à preuve du contraire, il n'a plus été inquiété. Et Nassar Djen a collaboré avec la justice militaire, avec les autorités algériennes, notamment lorsqu'il a accepté de revenir d'Espagne avec le général Hassan, patron de la DGSI algérienne, et Fouad Boukhari, le procureur général, le procureur principal du tribunal militaire de Blida. Voilà. C'était le dénouement de la fin de Nassar Djen. Il a pris la fuite. Il a fait semer une vente de panique au sein du régime. Il a rallié le territoire espagnol. Il est revenu ensuite en Espagne de son propre gré, après avoir négocié avec les autorités algériennes un deal. Le deal consiste à ce qu'il ne soit pas touché, à ce qu'il ne soit pas emprisonné très longtemps, à ce qu'il ne soit pas abusivement violenté ou torturé, et que sa sécurité soit garantie. Il a collaboré, il a donné des noms
Et il a accepté de se taire surtout. Nasruddin a surtout accepté de se taire et de ne pas dire toute la vérité sur les affaires sombres et secrètes des clans les plus puissants du pouvoir algérien, de l'actuel pouvoir de Tebboune. Voilà ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut dire sur l'affaire Nasruddin. Prière de partager massivement ce live. Et merci pour votre fidélité encore une fois. On va s'arrêter à minuit et quart. Minuit et quart, on clôture les comptes. Alors, sur TikTok, Arnaud Svelti, tu es franc-maçon? Je suis pas franc-maçon. Non, je n'ai rien à voir avec la franc-maçonnerie. Je ne suis pas franc-maçon, non. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi cette question, même si j'étais franc-maçon, ça relève de mes choix individuels, de mon intimité. Je ne vois pas quelle serait la relation entre mon travail, l'actualité et mes choix individuels. Hein. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.